Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le gouvernement a-t-il réduit de moitié son objectif de construction de salles de classe? C'est notre interrogation suscitée par ces propos, ces commentaires suscités par la sortie du ministre de la Communication, Yawa Kugan, à la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi, qui fait le point et qui a parlé aussi des actions en matière de l'éducation au Togo. Elle déclarait que le chiffre initial de 30 000 a été réduit à 14 632 en tenant compte des dispositions et prévisions à la carte scolaire ainsi que d'autres événements, ce qui a prêté à confusion, ou du moins ça a suscité beaucoup d'interprétations. Chacun y va de son interprétation et de son commentaire. Nous en parlons avec nos invités en studio. Selon d'autres versions, ce n'est pas l'objectif qui a diminué, mais un recompte qui est dû par certaines obligations au respect des normes internationales. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier. Pourquoi quitte-t-on 30 000 pour se retrouver à 14 632 pour le cas des salles de classe à réaménager et à construire sur la période 2020-2025 dans la feuille de route? Non, je pense qu'il faut d'abord saluer cette mobilisation du gouvernement en ce qui concerne la question scolaire. Ce qui va toujours dans l'intérêt de nos populations. Ça veut dire quand même c'est une préoccupation majeure du gouvernement. Et on l'a constaté que ce soit au niveau de l'exécutif, mais également au niveau du premier palier de la décentralisation qui lui est déjà à marche il y a très longtemps. Il y a eu cette mobilisation demandée également par le ministre de l'administration territoriale pour qu'il puisse donc se préoccuper de la question de la rentrée scolaire. Il faut également saluer nos autorités qui, depuis un certain temps, des années durant, n'avons plus constaté, en tout cas, des débrayages et des dysfonctionnements en ce qui concerne la rentrée. On est allé même jusqu'à rajouter aujourd'hui, nous avons des congés de détente pour ne pas parler en tout cas de tout ce qui va avec. Donc je pense que cette sortie voudrait dire quelque part que le gouvernement veut être fidèle. Il veut être fidèle dans l'engagement tenu. Et je pense que lorsque nous prenons cette feuille de route-là, il y a eu chaque fois des évaluations avec le chef de l'État. Et je pense que le Premier ministre l'avait dit quelque part, puisque les ministres également sont évalués par rapport, en tout cas à l'exécution de cette feuille de route-là, déclinée en projet pour chaque département ministériel. Et ça a été toujours le cas. Et donc, partant de là, ça voudrait dire quelque part que la population s'y attend. C'est cela même qui a suscité l'intérêt de cette population-là à ce qui sont concernés donc cette sortie-là. Sauf que moi je pense qu'il y avait eu une maladresse dans l'explication, où l'explication n'avait pas été totale. Puisque c'est vrai, on nous dit tous les acteurs que vous prenez, les parents, les enseignants, les exécutifs, etc. Nous constituons un tout. On constitue un tout, on se dit les acteurs. Mais est-ce que nous avons la même compréhension de la question scolaire à tous les niveaux? Non, c'est pas évident. Donc je pense que cette question est suscité non seulement, comme vous l'avez dit, sur des décomptes qui sont donc griffés aux normes internationales. Puis on nous dit, lorsque vous avez un établissement dans un quartier, il faut une distance donnée avant d'en avoir une autre. Donc, quelque part, lorsqu'on revient sur cette formation, le gouvernement est toujours dans ses ambitions. Parce que quelque part, ce n'est pas une question de réduction de l'effectif. Ça peut être le cas compte tenu donc de l'enveloppe disponible. Mais quelque part, ça peut être une réorganisation pour faire en sorte que les zones les plus défavorisées puissent donc en avoir. Et justement, cette zone défavorisée, on parle également de l'effectif. Et donc, lorsque vous prenez des effectifs, c'est vrai que les localités ne sont pas, en tout cas, logées dans le même enseigne. Il y a des localités où, quel que soit ce qu'on construira, on aura toujours des effectifs en surdose. Même si nous prenons Lomé aujourd'hui, cette ruée vers les privés, etc., n'embrèche pas, en tout cas, ne fait pas entorse, en tout cas, à ce principe-là de surpopulation. Tout à fait, dans le public. Et je le disais, je pense que Eric m'avait prêté le mot lors d'un débat. Je disais que lorsque vous pouvez des difficultés dans les privés, c'est aussi simple que ça d'amener vos enfants dans le public. Mais c'est pas évident que vous pouvez quand même trouver de la place. Donc je pense que lié à ce poids-là, de pouvoir donc faire en sorte que chaque parent puisse être à l'aise du choix
qu'ils auraient donc supposé pour son enfant, le gouvernement n'a pas revu en réalité donc à la baisse. En tout cas, ces objectifs de construction de 30 000 classes. Mais justement, c'est pour être fidèle dans l'engagement pris vis-à-vis de la population. Alors, ce qu'il faut comprendre en réalité, la décompte est liée au fait que, en tout cas le dégringola, l'effectif des classes de salle qui est parti de 30 000 à peu près 15 000, 15 000, 16 000, 15 000, disons 15 000, est dû au fait qu'on a véritablement aujourd'hui dit qu'il faudrait véritablement faire en sorte que l'école soit plus proche de la population, mais en respectant les normes. Merci beaucoup à vous, Adam. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Eric, comment comprendre qu'à la base, on nous parle de 30 000 et que maintenant, on se retrouve avec 14 632? La question est là. Le gouvernement a-t-il réduit de moitié son objectif de construction de salles de classe? C'est notre interrogation. C'est non. Ok. Il n'y a jamais eu de réduction de l'ambition d'objectif. Je pense qu'il faut un peu situer les concitoyens par rapport à ce qui se passe. Effectivement, on a parlé au cours du Conseil des ministres de 14 600 salles de classe à construire. Oui. Pour autant, comment part-on de 30 000 salles de classe à construire à 14 600? Alors, il y a eu une, comment je peux appeler ça, une mise en œuvre de la carte scolaire. Ouais. Adam essayait d'expliquer cela tout à l'heure. Au cours d'une émission, on a eu à expliquer que il y a eu des salles de classe, il y a eu des écoles qui ont été fermées parce que, en fait, elles ne servaient plus à rien. Pourquoi? Parce que sur la carte scolaire, il doit y avoir une certaine distance entre deux établissements. Quand je prends le cours primaire, il y a une distance entre deux écoles primaires. Quand tu prends le secondaire, il y a une distance entre deux écoles secondaires, etc. Et ça, c'est quand tout va bien. Oui, la logique, c'est ça. C'est la logique, oui. Mais dans le temps, il y a eu des demandes de la part de certains ministres, cadres de certaines régions, de certaines contrées. Et tout de suite, on a créé des écoles qui étaient très proches. Maintenant, c'est de voir si on ne peut pas regrouper ces établissements-là, parce que quelque part l'effectif n'est pas atteint, quelque part d'autre l'effectif, il y a une surpopulation, etc. Et donc c'est ce travail technique qui a été fait. Et souvenez-vous qu'on parlait de 9600 enseignants volontaires dans l'enseignement public. Mais aujourd'hui, non, de 15 000 enseignants volontaires. Aujourd'hui, après ce recadrage-là, on se retrouve avec 9 200. Et à partir de ce gap-là, il faut voir aussi le nombre de salles de classe. Parce que si le besoin n'est plus 15 000 et que le besoin est devenu 9 000, automatiquement, ça agit également sur le nombre de salles de classe. Si on a créé des salles de classe où l'effectif n'est pas atteint et que ailleurs l'effectif, il y a une surpopulation, donc il faut faire en sorte que ces écoles-là, qui sont très proches, soient regroupées. Et donc à partir de ce moment, l'autorité a dit, attention, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les réels besoins en termes de nombre de salles de classe? Et donc aujourd'hui, on se retrouve
avec 16 000 salles de 14 600 salles de classe à construire ou à rénover. Et maintenant, l'objectif, là où nous disons que l'objectif est-ce qu'il a été réduit? N'est pas réduit, c'est qu'il y a des salles de classe qu'il faut forcément réhabiliter. Et quand vous prenez tout ça, vous retrouvez les 30 000 salles de classe qui se trouvent dans la feuille de route gouvernementale. Et donc, je crois que c'est un travail technique qui a été fait par le ministère avec visites effectives de toutes les installations scolaires, et on s'est dit, en réalité, il faut aujourd'hui 14 600 salles de classe à construire, mais il y a 30 000 salles de classe au total à réhabiliter. Et donc, l'objectif reste le même pour le ministère. L'objectif donc n'a pas été revu à la baisse, c'est juste les chiffres qui ont changé et peut-être un problème de compréhension par rapport à la formulation. Alors si je comprends bien, parce que entre-temps j'ai semblé un peu me perdre, je vais reformuler par rapport à ce que j'ai compris. Alors nous prenons une zone par exemple New World où on a certains établissements, on a EPP, si vous permettez, on va créer des établissements comme ça. EPP New World 1, EPP New World 2, EPP New World 3 par exemple. Et que selon les normes, EPP New World 1 devait avoir, permettez, 500 élèves. D'accord? 500 élèves sur quelle base? Il y a combien de salles de classe? Bon, supposons qu'on a tel nombre de... Tu sais que EPP New World 1 commence par CP1, la maternelle. Ok, d'accord. La maternelle, le primaire. Le primaire et le primaire. Oui. D'accord? Oui. Donc ça fait... logiquement, d'abord, 7 classes. Ouais. Tu as un effectif logique de 30 élèves à la maternelle. Disons maternelle 1, maternelle 2. Donc ça fait une normative. Oui. Normative. Maintenant, dans le primaire, ça commence par 30, CP1, 40, CP2, etc. Quand tu fais ça, tu n'atteins pas 500 élèves. Non, moi je donne juste des chiffres pour pouvoir mieux comprendre en fait ce que vous dites. Alors permettez que j'aille peut-être à la fin de... Supposons que la norme c'est qu'on ait 500 élèves en moyenne. Je veux juste donner un exemple pour mieux comprendre. 500 élèves en moyenne dans un établissement. Et que EPP New World 1, au lieu de 500, a peut-être, disons, 600. D'accord? En sureffectif. Donc ils sont en sureffectif. Nous, à EPP New World 1, on se dit, comme on est sur effectif, on doit nous construire de nouvelles salles de classe ou bien on doit construire une nouvelle école, c'est-à-dire EPP New World 5 par exemple. Malheureusement, à EPP New World numéro 2, au lieu de 500 par exemple, on se retrouve avec 300 ou avec 200. On va à New World 3, on se retrouve avec peut-être 200 ou 300 également. C'est ça qui a provoqué qu'on prennent le surplus par exemple de New World 1 pour aller distribuer chez les autres et que finalement on se retrouve avec des établissements fermés, ou que se passe-t-il réellement? C'est en fait ce que je veux comprendre techniquement pour que le téléspectateur qui nous suit puisse avoir une idée claire. Tu as la réponse à ta question. Est-ce cela en fait c'est ce que j'ai pensé comprendre, mais... Ok, d'accord. Si il n'y a pas l'effectif quelque part et que quelque part d'autre également, vous savez, quand on prend les salles de classe et CP1 jusqu'au CM2, c'est pas évident qu'on ait en surpopulation dans toutes les classes. Et donc, ce que techniquement on fait, c'est-à-dire on regarde si on regroupait tous les élèves qui arrivent dans ces deux établissements dans un seul, est-ce que ça respecte les normes? Ça respecte les normes. Lorsque ça respecte les normes, alors il y a un établissement qui doit être fermé. Et donc cet établissement-là ne servait plus à rien en réalité. Et donc le vrai souci, c'est par exemple au niveau des enseignants que le ministère doit envoyer dans ces deux établissements. On a créé ces écoles-là, mais il faut affecter des enseignants. Et donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit prendre des enseignants volontaires, on n'en a plus besoin. Ok. Voilà. Il y a une grande précision également qu'il faut faire. Vous savez, lorsque vous prenez
ces effectifs dont on parle, justement, lorsque vous prenez pas, c'est une question de la disponibilité également. Quelle que soit l'amélioration des effectifs des enseignants aujourd'hui, je le disais, entre-temps, un ministre, lors d'un cours en fac à l'université, disait que lorsqu'on prend tous les étudiants sortis en tout cas des cursus dédiés à l'enseignement, je veux parler des cursus dédiés à l'enseignement, réunis, que tous les étudiants qui sont dans l'âge actif réunis au Togo ne peuvent pas combler le gap des besoins de l'enseignant du Togo. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, en matière d'effectifs, chaque année, vous avez constaté, je pense que les parents également saluent le gouvernement en ce sens-là. Chaque année, il y a des concours pour renforcer ces effectifs-là. Mais quoi qu'il en soit, ça demeure toujours un défi. Et ce défi-là, je pense que il fut une année scolaire où le ministre l'avait dit. Lorsque vous êtes dans un enseignement, que vous soyez dans un enseignement, puisque vous savez, il y a des enseignements, des établissements où on n'a pas tellement de besoin d'un enseignant. On dit, lorsque vous finissez vos cours dans un établissement et que vous êtes sous-employé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à remplir la totalité de vos horaires, vous pouvez quand même les compléter dans un autre établissement différent de l'établissement où on vous a affecté. Ça c'est que au collège. Oui, naturellement, c'est pour dire qu'en réalité, le gouvernement fait un effort de non seulement rapprocher l'établissement des besoins des populations, mais faire en sorte qu'on ait la qualité et la disponibilité. Mais malheureusement, il faut quand même pas qu'on se leurre. Parce que les parents, au jour d'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, lorsque vous êtes dans le besoin de pouvoir inscrire vos enfants, on ne choisit pas seulement la proximité, là où on vous donne le besoin, vous allez vous inscrire vos enfants. Parce que quelque part, vous n'avez pas quelque part aussi le choix. Surtout lorsque nous prenons l'UNI, c'est toujours le cas. Alors, il faut... Là où je confirme la non-réduction de l'objectif affiché par le gouvernement. Alors, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on a au total 58 800 salles de classe. Okay. Avec la date de la rentrée. Une augmentation naturelle de 2,5% chaque année. Parce que chaque année, il y en a qui montent, il y en a qui viennent. Les besoins sont toujours là. Et donc, aujourd'hui, on dit, avec la situation qui se présente, on a besoin de 14 600 nouvelles classes à construire. Okay. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, il y aura une augmentation de 2,5%. Mais toutefois, on ne sait jamais à quel endroit. Et donc, c'est à la rentrée qu'on évalue, les besoins et on dit encore à cette rentrée on a encore besoin de tel nombre de salles de classe. Et donc l'objectif pour 2025 est toujours là, c'est-à-dire les 30 000 salles de classe. Et je pense que à partir de ce moment on comprend aisément pourquoi aujourd'hui on annonce ce chiffre de 14 600. Parce que le travail qui a été fait avant que la feuille de route gouvernementale ne donne les 30 000 salles de classe à construire de 2020 à 2025, c'est par rapport à cette augmentation annuelle naturelle de 2,5% que le ministère s'est fixé. Voilà. Alors, donc, si je récapitule, l'objectif n'a pas changé. L'objectif, ce n'est pas de réduire ces actions de mise à proximité des établissements scolaires des populations, mais c'est juste les chiffres qui ne sont plus les mêmes par rapport aux besoins ponctuels. Oui, voilà. C'est tout simplement. On a un objectif à atteindre, c'est 2025. 30 000 salles de classe. À l'heure actuelle, à cette rentrée, on a besoin de 14 600 salles de classe à construire. Mais c'est pas fini. Il y a plus de 16 000 salles de classe à réhabiliter. Parce que c'est pas construit avec les matériaux. Ce n'est pas nouveau. Oui.
Non seulement ça, mais il y a des salles de classe qui sont en train de tomber. Oui, on tient compte de ça également. L'année dernière, on a il y a eu un drame malheureux. Non, malheureusement. Et donc tout ça, c'est des choses à refaire. Et donc je crois que dans leur objectif, le ministère doit, les autorités, dans leur objectif, doivent véritablement penser à tout ça. Ce qui est important à faire remarquer, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement détient, en tout cas, un schéma réel, aussi bien des besoins. Ce n'est pas pour rien quand on fait les classifications sur les effectifs par région, les performances par région, en tout cas lorsque on entend donc tout ça là aujourd'hui, on sait véritablement que le gouvernement est dans une position de combler ce vide là lié au fait qu'il n'y avait pas eu une préoccupation assez grande à résoudre ce problème. Moi je pense que en tout cas cette décentralisation également en est pour quelque chose où réellement on a senti la nécessité, le besoin de combler le gap par rapport aux entrants, aux sortants, etc. Mais au-delà de ça également, la question de l'emploi n'est pas également ignorée, puisque aujourd'hui lorsque nous prenons le ministère des enseignements techniques qui a mis en place beaucoup de mécanismes pour faire en sorte, pour évaluer en réalité quels sont les nombres de personnes qui sont sorties, sont installées par eux-mêmes, ils ont eu de l'emploi, etc. Puisque l'orientation aujourd'hui, lorsque vous payez les parents, c'est justement faire en sorte que, à la fin, les enfants également puissent trouver leur part du gâteau réellement, l'insertion professionnelle. C'est la grande question, mais au même moment, je pense que bâtir les individus qu'il faut pour une nation qui veut se développer, je pense que c'est cette noble mission que le gouvernement s'est affiché en faisant en sorte que les curricula puissent être adaptés, mais également la proximité avec les besoins des familles puisse également être atteint. Donc on ne puisse pas se focaliser sur cet objectif-là seulement de 30 000, que je le rappelle, je pense que Eric a eu le temps de pouvoir donc le démontrer, n'a pas été diminué, mais justement sensiblement lié aux besoins de proximité, aux besoins du fait que nous avons également d'autres choses à mettre en commun pour faire en sorte que ce besoin soit total. Alors merci. Je voudrais juste dire un petit mot encore là-dessus. Dans ce travail technique qui a été effectué, il y a au total 200 écoles qui ont été automatiquement fermées. 200 et des dizaines qui ont été réunies justement pour régler ce problème-là. Et je voudrais dire également que tout est parti de cette histoire des enseignants volontaires. Mais est-ce que vous savez, ça c'est une information et je cherche à creuser un peu pour savoir, est-ce que vous savez quand on a demandé aux enseignants qui sont en fonction de venir avec leurs documents et tout ça d'embauche pour avoir un état des lieux, il y en a qui sont jamais arrivés. Et pourtant, ils percevaient leur salaire. Il y a toujours des brebis galeuses partout. Mais attends, il faut arrêter ça. Il faut assainir parce que si on n'assainit pas le système éducatif, tout le travail qui est... Comme ça, on a une idée réelle de celui qu'on a en face. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils ont mis de nobles ambitions, mais il faudrait quand même que ça soit corrigé, c'est important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de Regard Croisé de ce jour. Nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjorni. Oui, moi j'ai deux mots de fin, si vous permettez. Le premier, c'est justement pour encourager cette Togolais-là à emboîter le pas de cette association Jeunesse sans frontières pour le développement du Togo, qui, en ce qui le concerne, je pense que je l'avais dit la fois dernière, le don de sang. Parce que quelle que soit l'ambition des politiques, il est très difficile de pouvoir, sans la volonté de la population, avoir des poches disponibles. Il a fait à Lomé et il veut également le réitérer demain à Kara. Donc, j'invite la population à emboîter les pas, à aller faire ce geste-là salutaire. Ma seconde préoccupation, c'est justement le fait, pour chuter un peu sur quelque chose qu'a annoncé Eric. C'est très important parce qu'on nous a dit depuis 2010, il n'y a plus de concours. Mais nous voyons qu'il y a eu toujours des contractuels qui sont signés. Depuis 2010, il n'y a plus
de concours dans l'administration publique, ceux qu'on a eu n'ont jamais été proclamés. Donc se pose la question, à qui profite en réalité le fait qu'on puisse donc embaucher des contractuels. Or, on peut lancer un concours en bonne et due forme pour engager des gens. Donc nous invitons la plus haute autorité à creuser dans ça. Parce que si ça s'est passé ailleurs, ça peut se passer ici également. Parce que quelque part, quelqu'un aura un profit sans quoi on aura pu proclamer ces concours-là ou carrément organiser des concours pour avoir des fonctionnaires en bonne et due forme. Merci beaucoup à vous, Madame Adrenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Eric Johnson, vos mots de fin. Également 2 sujets. Ah ben, je vous le permets. Alors, le premier sujet, c'est encore par rapport à l'enseignement. Cette année, il a été dit que les cahiers que les enfants vont utiliser doivent porter les symboles et les emblèmes de la République. Mais en réalité, je voudrais faire savoir à tous que c'est pas cette année que cela a été demandé. Depuis l'année dernière, il y a eu une circulaire du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans le temps qui a demandé aux imprimeurs, aux éditeurs de prendre attache avec le ministère pour recevoir les dispositions, les nouvelles dispositions dans les cahiers. Ça veut dire que les emblèmes que vous devrez utiliser seront mis à votre disposition. L'hymne national, à quel niveau tout ça là doit se retrouver et quel est le format à utiliser dans ces cahiers-là. Et donc, cela a été réchauffé cette année. Personnellement, j'ai constaté l'année dernière que dans certains cahiers, il y avait les emblèmes et les symboles de la République comme cela a été demandé. Malheureusement, cette année, on a constaté qu'il y a des erreurs dans certains cahiers où le Togo est devenu Tago, Toga, je ne sais pas, des trucs. Mais je voudrais faire savoir que cela a été fait par une éditrice qui a commandé ces cahiers-là précipitamment, qui n'a pas eu le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer, avant de lancer son impression. Et donc, c'était une initiative personnelle sans passer par le ministère. C'est une initiative personnelle qui n'est pas passée par le ministère. On peut lui trouver une situation atténuante parce que ces cahiers n'ont pas été imprimés sur place ici, c'est ailleurs. Donc quand vous envoyez des fichiers à quelqu'un qui utilise un clavier QWERTY, vous n'aurez jamais d'accent sur dans par exemple l'hymne national. Donc tout ce qu'on va écrire c'est sans accent. Eric, puisque le temps est contre nous. La seconde chose, c'est que quand vous envoyez les choses et que vous ne recevez pas de BAT pour pouvoir corriger, donc on peut retrouver ces erreurs-là et c'est pas des gens, vous savez, le français n'est même pas la 10e langue la plus parlée au monde, hein, et donc quand vous envoyez vos trucs dans un pays où on ne parle pas français, c'est évident qu'il y ait de ces fautes. Maintenant, le deuxième sujet, très rapidement. Non, c'est juste pour dire bravo au Togo. Il y a le classement international sur la cybersécurité 2024 qui vient de sortir. Le Togo a eu 88,8 points sur 100. Et donc le Togo est au même niveau que le Canada, l'Inde et l'Israël. Je dis bravo. Et il faut qu'on continue par travailler. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. Merci beaucoup à vous, à Clé Pinyanga à la réalisation, à Gaston Afano, Prudence Makoui et Richard Amedessou à la diffusion, à Rebecca Vessou à la caméra. Surtout, merci à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de tous les numéros d'ailleurs de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.